Bonjour à tous. Alors, merci d'avoir déjeuné vite pour être nombreux, ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, on va parler d'Ansible. Et on va faire un petit rappel sur comment c'est utilisé la plupart du temps, est-ce qu'on peut trouver dans à peu près tous les tutoriels, les premières pages de Google quand on tape Ansible Getting Started. On va faire un petit rappel sur ça et comment essayer de tirer l'outil en dehors des tutoriels classiques. Alors, moi, je suis qui? Je suis Aurélien Maury. Donc, je m'occupe principalement de pilotage d'infrastructures chez Amazon, enfin sur Amazon, sur de l'OpenStack. J'aime beaucoup l'open source et je fais beaucoup d'Ansible depuis 2 ans. Je suis directeur technique chez WeScale et donc il y a d'autres gens comme moi qui ont un peu les mêmes skills de pilotage d'infrastructures cloud. L'agenda, vous l'avez déjà, mais je vais vous laisser des surprises, j'aime pas les spoils. Donc on va commencer par, alors, dans la salle, levez la main ceux qui n'ont jamais touché à Ansible. Ok, on va pas passer trop vite sur cette partie alors. Donc Ansible, c'est un outil en Python. Donc ça se lance sur du Linux avec un Python 2.7 au minimum. Et ça sert à manager des machines. Et il faut que sur les machines cibles, il y ait au moins Python 2.6. Jusque-là, ça devrait aller, parce qu'il y a à peu près toutes les distribus Linux qui ont au moins ça. Ça sert à orchestrer des actions sur un ensemble de machines. Donc, la plupart du temps, ça va être de pousser de la configuration et de s'assurer que l'ensemble de mes serveurs a une configuration cohérente à travers mon data center. Mais on va voir aussi que ça ne sert pas que à ça et que orchestrer des actions, ça peut aller jusqu'à effectuer des migrations. Ça peut être beaucoup plus complexe que juste pousser de la configuration. C'est un outil qui est orienté idempotence. C'est-à-dire que si vous lancez deux fois votre cahier de jeu Ansible sur un ensemble de serveurs, la première fois, il va faire le diff et faire les modifications sur vos serveurs pour que votre configuration soit appliquée. Vous le passez une deuxième fois, il va faire que des checks. Et il va vous afficher que tout est OK, si vous avez bien fait votre travail. Mais il ne va pas refaire des modifications, il ne va pas retoucher les fichiers. Il va juste vérifier que les fichiers contiennent bien la bonne configuration et ensuite afficher un OK. C'est un outil qui est sans agent. C'est entièrement user space. C'est la machine, en l'occurrence de l'Ops ou un serveur de commande qui va lancer Ansible. Il n'y a pas d'agent installé sur les machines. Ça peut avoir son importance dans certains contextes, quand vous faites de l'infogérance, quand vous êtes missionné pour intervenir sur des serveurs, mais vous êtes missionné pour des opérations, vous n'avez pas forcément la possibilité d'installer des agents. Dans ces cas-là, Ansible est plutôt un bon candidat. La communication entre le poste de commande et les serveurs cibles, tout passe par SSH. Ça tombe bien parce que c'est un peu ce qu'on a de mieux, même s'il y a des failles qui sortent régulièrement, mais c'est un peu ce qu'on a de mieux à l'heure actuelle comme shell sécurisé. Et on va voir ce que ça présente comme avantage un peu après. Ce que vous trouverez sur Internet quand vous tapez Ansible Getting Started, c'est vous avez votre poste, vous avez un ensemble de machines, vous allez écrire ce qui, dans le lexique Ansible, est un playbook, donc un cahier de jeu, donc toutes les tâches à effectuer sur vos serveurs. Vous allez faire l'inventaire de vos serveurs, mettre mon playbook, il doit être appliqué sur mon inventaire de serveurs. Je lance une commande, j'applique ma configuration, et la vie est belle. Et donc forcément, ça, c'est fait en 5 minutes. Après, c'est qu'est-ce que j'en fais au-delà de ça. Alors on va revenir sur SSH, parce que moi je suis un grand fan de SSH. Donc SSH, en fait, ce qui est intéressant d'avoir des communications vraiment basées sur SSH, le binaire, et pas que sur SSL, c'est qu'on va pouvoir s'appuyer en fait sur de la configuration, des fichiers de conf SSH. Et en fait, alors tout le monde ne le pratique pas, mais il y a une feature assez intéressante de SSH qui est le proxy. Et donc pour passer au travers d'une machine, pour atteindre des serveurs qui sont dans une zone privée,
Et ben en fait, on peut passer par alors ce que j'ai appelé là un bastion. En fait, on va avoir, pour accéder, si vous regardez le deuxième bloc en 192, 168, 47, pour accéder donc à toutes les machines qui sont dans cet espace d'IP, ils vont toutes passer par une proxy commande qui est une connexion sur le bastion. La connexion sur le bastion, du coup, va être par ce bloc-là. En fait, on va systématiquement... je m'embrouille. On va revenir en arrière. Excusez-moi. Donc, si je veux me connecter sur une IP privée, avec cette configuration-là, je vais pouvoir faire SSH mon IP privé, tout court. Aucune option, juste le fichier de conf qui est bien rempli. Et ça se fait par quelle magie? Donc par la proxy commande, le bastion. Et cette petite section-là, en fait, va maintenir une session TCP ouverte, ce qui fait que vous allez avoir votre connexion sur le bastion qui va être persistante, même si vous vous déconnectez. Là, elle va être persistante pendant 15 minutes. Vous allez pouvoir réutiliser ce tunnel-là. Et du coup, vous passez de la phase de négociation SSH pour une deuxième connexion. Toutes les connexions que vous allez faire sur votre zone privée vont du coup passer par la même négociation avec le bastion. Et toutes les connexions entre le bastion et les machines de la zone privée vont être persistantes aussi. Donc quand vous utilisez un outil comme Ansible qui est tout basé sur SSH, le temps d'exécution de votre playbook, en fait, vous avez négocié qu'une seule fois avec chaque serveur. Et alors là, je vous ai mis le chemin classique du fichier de conf SSH pour un user. Si vous travaillez sur différentes zones et que du coup vous voulez éviter d'avoir un fichier de configuration SSH qui passe à 300 lignes, vous pouvez avoir votre fichier SSH directement dans votre workspace. Du coup, pour se connecter sur une machine, là on ne parle pas d'Ansible, on parle que de SSH. Hein. Mais pour se connecter sur une machine privée, vous allez faire SSH mon IP, moins grand F pour passer le fichier. Et ce qu'il faut rajouter dans ce cas-là, c'est ce que j'ai highlighté sur la proxy commande. La proxy commande crée un nouveau contexte SSH. Donc la référence bastion ne va pas être prise automatiquement comme étant celle juste au-dessus. Elle va être prise dans un nouveau contexte, donc il faut lui redonner le fichier lui-même. Est-ce que quelqu'un n'a rien compris et aimerait que je réexplique? Formidable. Alors donc SSH c'est trop bien, et on va repasser du coup sur l'un des trucs fondamentaux, c'est les hosts, puisque c'est quand même le but, c'est de manager des serveurs. Donc si on prend cette architecture-là, qui est quand même ultra simple, l'inventaire de hosts au format Ansible, ça va se traduire par ça. Donc des groupes que j'ai mis en orange là, ça c'est juste des labels, vous choisissez ce que vous voulez. On peut faire des groupes de groupes, c'est la section avec le children. Donc là je définis un groupe production dont les enfants sont les deux noms de groupes que je mets en dessous. Ça permet de regrouper, faire des groupes de groupes. Et la section avec les vars, en fait, dans l'inventaire de host, on peut rajouter des variables, soit directement sur la ligne d'un serveur, à ce moment-là, elles vont s'appliquer que pour le serveur, soit en faisant un bloc de vars, comme ça, et du coup, elles vont s'appliquer pour tous les serveurs du groupe. Donc là, je définis ces deux variables-là pour toutes mes machines de mon groupe production, et donc transitivement pour web server et DB servers. Alors ça, c'est bien quand on est sur du bare metal, parce que c'est du coup assez facile de faire un inventaire, ça bouge pas trop vite. Donc ça se passe en ligne de commande comme ça, on dit inventory file et on lui passe le fichier. Il y a une feature qui est intéressante qui est de passer en inventory file en fait n'importe quel exécutable qui retourne du JSON. Donc vous allez pouvoir passer en paramètre inventory file un script qui va s'exécuter, qui doit supporter deux paramètres, on va voir ce qu'il doit retourner. Et donc il va s'exécuter avant le lancement de votre playbook, et le retour va être utilisé comme inventaire de host. Et basiquement, il doit supporter deux options. Il doit supporter moins list, où il va du coup lister les groupes avec les machines dedans, les variables, etc. Donc l'équivalent de ce qu'on a dans le host inventory qu'on pourrait faire manuellement, mais au format JSON. Et il doit supporter une autre option qui est -host, pour avoir juste le détail des variables qui s'appliquent sur un host.
Le projet Ansible fournit des scripts pour OpenStack et Amazon. Les utilisez pas les yeux fermés, hein, parce que c'est pas forcément, enfin c'est souvent des démonstrations, mais c'est pas forcément la killer feature qu'ils mettent en avant et qu'ils maintiennent sur toutes les dernières versions. Et en fait, sur GitHub, vous pouvez trouver des inventaires dynamiques. Alors pour GLPI, c'est gestion libre de parc informatique. Donc c'est un petit utilitaire open source pour gérer son parc. Il y a du OpsView, il y a du VMware. Grosso modo, tout ce qui permet de manager des hosts et qui a une API, vous pouvez l'intégrer avec un script. Et donc c'est ce que je vous disais, c'est la confiance n'exclut pas le contrôle. Relisez les scripts avant de lancer, parce que si par hasard vous allez faire des manipulations de clés, pousser des clés publiques ou de la conf, lancez déjà une fois à la main pour voir quel host y ressort et vous assurer que vous n'allez pas pousser la mauvaise conf sur le mauvais groupe. Alors, dans le lexique Ansible, il y a les modules. Les modules, en fait, c'est toutes les tâches que vous allez pouvoir exécuter sur un serveur. Donc, on se rapproche du RTFM, mais je vais vous donner un aperçu un petit peu de ce qu'il y a. Vous allez trouver beaucoup de... en fait, un des réflexes de débutant en Ansible, c'est d'utiliser systématiquement le module qui s'appelle shell et qui, du coup, lance juste une commande shell sur le serveur distant. Il y a des modules de bien plus haut niveau qui sont intéressants à connaître. Et donc, en général, si vous avez besoin de faire quelque chose, commencez par mettre ce quelque chose avec Ansible dans Google. Et puis, voyez s'il n'y a pas un bout de doc qui ressort. Donc, il y a une section cloud qui permet de piloter du EC2, du S3, du Route 53. Il y a pas mal de choses. Il y a du Cloud Stack, du OpenStack, du VMware, du Digital Ocean. Ça permet de piloter du consul, ça permet de prendre la température d'un cluster Zookeeper. Ça, c'est les classiques, on va dire. Donc, lancer une commande shell, ce que je vous expliquais. Script, ça va uploader un script que vous avez en local sur le serveur, puis l'exécuter. Et expect, ça, c'est un truc que j'ai attendu pendant des mois, qui est arrivé en Ansible 2. En fait, ça permet de scénariser, quand vous avez des scripts d'installation qui demandent une action humaine, qui vous demandent un prompt, genre entrer le nom du serveur ou le FQDN. En fait, avec expect, vous allez pouvoir scripter dans Ansible et lui dire quand tu vois apparaître dans le stdout ce prompt-là, alors tu injectes cette valeur-là et tu appuies sur entrée. Et vous allez pouvoir comme ça scénariser et automatiser un script qui avait besoin d'une interaction humaine. Vous avez des modules pour gérer des bases MySQL, donc présence d'une base, s'assurer de la présence d'une base, d'un user, injecter un dump, tirer un dump. Vous avez l'équivalent pour PostgreSQL. Redis et Riak, ils ne sont pas forcément très évolués, mais il y a peut-être des opérations de base qui pourraient vous intéresser. Tout ce qui est files. Alors copy, du coup, va pousser un fichier local sur un serveur distant, sans modification. Fetch, c'est l'inverse. Donc vous donnez une URL distante, il vous rapatrie le fichier en local. Comme on travaille sur plusieurs serveurs, on travaille par groupe, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il va vous ranger les fichiers en créant des sous-répertoires en local qui portent chacun le nom de la machine. Quand vous faites du troubleshooting, ramenez tous les logs et greffez sur tous les logs que vous avez de tous vos serveurs que vous avez ramenés en local et qu'en fait, en début de ligne, vous avez le nom de la machine quand ça greppe, c'est assez pratique. Line in file, ça c'est un module aussi que j'utilise beaucoup, qui permet en fait de aller vérifier qu'il y a bien dans un fichier cible une ligne qui correspond à une expression régulière. Et en général, ça s'utilise pour dire je vérifie qu'il y a bien une ligne qui correspond à ma clé de configuration égale et point étoile pour la suite. Et cette ligne-là, en entier, elle doit avoir telle valeur. Et là, vous mettez la ligne en entier. Du coup, il va matcher sur la clé de configuration. Et si ce n'est pas la bonne valeur en face de la clé, il va forcer la valeur. En fait, line in file et template, ça va remplir à peu près le même besoin, qui est d'aller injecter de la conf dans des fichiers de conf. La différence, c'est que template prend un template Jinja 2, va mélanger toutes les variables que connaît Ansible pour
faire le rendu du fichier et écraser le fichier cible. Quand c'est vos serveurs que vous êtes tout seul à manager, c'est super pratique, parce qu'au moins vous avez en local le template complet, vous pouvez voir tout. Quand vous avez potentiellement plusieurs équipes qui passent et qui ont chacune des besoins spécifiques dans le même fichier de configuration, utilisez des boucles de line-in file pour aller setter finement chaque clé et vous assurer que vous avez votre subset minimal pour fonctionner, plutôt que d'écraser le fichier et du coup d'avoir la guerre du qui est le dernier qui a écrasé le fichier. C'est une bien meilleure approche. Et alors le module unarchive aussi, alors unarchive, son fonctionnement de base, c'est je pousse une archive, donc du tar.gz, du zip, du bz2, ce que vous voulez, et je l'expande sur le serveur distant à tel chemin. Ça, c'est le fonctionnement de base. Si vous lui dites, si vous rajoutez des options du type n'upload pas, genre copie égale no, alors il va aller chercher l'archive comme s'il était déjà sur le serveur distant. Et si en adresse d'archive, vous mettez http://, il va aller sur le serveur, depuis le serveur distant, télécharger l'archive et l'expandre sur le serveur distant. Donc vous n'aurez même pas la phase d'upload entre votre machine et le serveur. C'est très pratique quand on fait des déploiements sur des serveurs qui ont accès à du S3 ou à un dépôt de fichiers quelconque. Sur la partie messaging, alors il y a tout un chapitre RabbitMQ. Je pense que les développeurs d'Ansible sont fans de RabbitMQ. On peut manager donc les bindings, les exchanges, les queues. On peut pousser des messages. Il y a plein de trucs. Si vous aimez ça, allez voir. On peut piloter du Zabbix, on peut piloter du Nagios, du Sensu, du Monit, du Datadog. Ce qui est intéressant avec les modules monitoring, en fait, c'est quand vous faites des opérations de maintenance, c'est d'aller prévenir dans votre playbook, de commencer par aller prévenir votre système de monitoring que là, les alertes de désactiver les alertes sur les hosts sur lesquels vous travaillez, de façon à ce qu'il n'y ait pas des minutes d'indispo qui commencent à décompter sur votre plateforme. Si c'est un créneau qui a été placé à l'avance, autant prévenir le monitoring et après, à la fin de vos actions sur les serveurs, remonter le monitoring pour remettre tout en jeu. Il y a également toute une partie network donc, qui permet de configurer des load balancers, des switches. Alors, autre module qui est assez rarement utilisé mais qui est très intéressant, c'est le getURL. Donc, vous allez pouvoir télécharger un fichier. Vous le faites une fois. Moi, ce que je vous propose, c'est vous le faites une fois manuellement. Vous prenez son checksum et vous le passez en paramètre à getURL. Du coup, le comportement, ça va être de d'abord vérifier en local sur la machine qui est censée faire le get s'il y a un fichier au bon endroit. Si le fichier en question a le bon checksum, alors il ne fait pas le téléchargement. C'est comme ça que vous allez en fait maintenir le comportement de getURL dans quelque chose qui est idempotent. Sinon, il va systématiquement télécharger l'archive et télécharger le fichier et le poser au bon endroit. Si vous ne lui fournissez pas le checksum, il ne peut pas vérifier que c'est le bon fichier. On peut faire du Slack avec. Ok. Vu que tout le monde fait du Slack en ce moment, sachez qu'on peut envoyer des notifications Slack avec Ansible, on peut envoyer du Jabber, des mails, de l'IRC, du chat. À chaque fois, sur chaque ligne, c'est non exhaustif. Hein, c'est juste histoire que ça rentre à peu près. Hein. Mais donc voilà, branchez vos playbooks sur les systèmes de notification que vous avez pour vos équipes, votre chatroom, c'est possible. Alors vous avez toute la partie packaging, hein, c'est quand même fait pour manager des systèmes, donc du apt, du yum, du pip, du bower, du npm, vous avez les packages Perl, cpan, vous avez pacman, vous avez, j'ai oublié son nom, mais l'outil de Gentoo, donc Emerge. Il y a du OPKG pour ceux qui font de l'OpenWRT, il y a du APK pour ceux qui aiment bien Alpine Linux. Il y a vraiment quasiment tout. Donc allez voir, normalement, même si vous avez un système un peu exotique, c'est déjà géré pour vous. Vous avez un facilitateur d'installation de package. Vous avez du source control, donc tiré du Git avec
la possibilité de se brancher sur un tag, sur une branche, sur ce que vous voulez en fait. Bon après, Mercurial, la Subversion, c'est des choses que j'utilise moins, mais si vous en avez encore, n'hésitez pas à vous en servir et à partager avec la communauté, parce que bizarrement, les bonnes pratiques sur Mercurial avec Ansible, il n'y en a pas des masses dans les articles. Vous avez aussi des... alors, manager les non-hosts de vos machines, manager les authorized keys par utilisateur, créer des users, créer des groupes, enfin tout ce qui permet de manipuler un système Linux. Tout ça, ça vaut mieux que de lancer du shell avec marqué add user dedans. Et vous avez un chapitre Windows. Et là, alors là, je suis désolé, mais si vous faites du Windows, allez voir. Il y a sûrement des trucs qui peuvent vous servir. Moi, c'est pas mon domaine et je me risquerais même pas à essayer de vous en parler. Donc, ça, c'est un extrait d'un playbook, hein, pour ceux qui n'ont pas pratiqué. Ça, c'est un appel à un module. Donc là, c'est l'appel le plus simple qu'on peut avoir. C'est je veux installer un package Tmux. Je veux que son état, ce soit d'être présent sur le système. Et le update cache, en fait, ça dit update les caches avant d'installer le package. Quand on a énormément de modules à installer, vous, vous doutez bien qu'on ne va pas faire 5 lignes par package. Donc il y a les systèmes de boucle. Et donc le système de boucle, alors le double accolade, également appelé moustache. Donc le double accolade item, c'est une convention. Item, c'est l'élément en cours de votre boucle. Et donc la boucle la plus basique, c'est with items, avec une boucle qui va passer sur chaque élément de la liste. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on va pouvoir... Alors là, il prend des strings. Si vous voulez itérer sur des couples de valeurs ou sur des ensembles de valeurs, en fait, dans chaque élément de la liste, vous pouvez mettre des objets. Donc en l'occurrence, là, je définis pour chaque élément de la liste un objet qui a deux propriétés, name et groups. Et je me sers des deux dans ma boucle. Ça, c'est la boucle la plus basique. Il y a beaucoup d'autres boucles. Si vous avez des cas tordus, alors vous avez le with file qui va en fait remplir à chaque tour de boucle le item avec le contenu du chemin qui est dans l'élément de la liste. Donc il va prendre file 1, il va regarder s'il y a un point slash file 1, il va prendre son contenu et vous le donner dans item. Donc ça peut être intéressant pour si vous gérez par exemple des ensembles de clés publiques, ça peut être intéressant pour les remonter. With file globe, là pour le coup on va lui donner des patterns de chemin de fichier avec des wildcards. Il va s'occuper de faire un find sur ces chemins-là, et vous remontez dans item successivement tous les fichiers qu'il a trouvés et qui matchent. Et là, pour le coup, il ne vous donne pas le contenu, il vous donne le chemin. Vous avez le with together. Donc ça, le with together, en fait, il va prendre, à chaque tour de boucle, il va prendre l'index du tour de boucle sur tous les éléments de votre liste. Donc là, en fait, il va faire 2 tours de boucle. Il va me donner une item qui est en fait une liste avec premier élément A, deuxième élément 1, A1, et deuxième tour de boucle, premier élément B, deuxième élément 2. C'est pas forcément évident comme cas d'utilisation à trouver. J'en ai trouvé un. J'en ai trouvé un quand j'ai eu besoin de monter un atelier où j'ai du coup monté 25 serveurs front, 25 serveurs de database, et que en fait j'avais pas de contraintes fortes sur comment les accoupler, mais il fallait que je les prenne par couple, un serveur front, un serveur database. Donc du coup j'ai mis toute la liste de mes hosts front en premier élément du with together, toute ma liste de serveurs database en deuxième élément de with together, il me les a couplés 2 à 2, et j'ai pu en faire quelque chose, notamment générer des host inventory. Alors après, il y a d'autres boucles plus tordues. Le with subelements, le with séquence. Pour le coup, je m'en suis servi aussi pour aller chercher dans tous mes serveurs, parce que je voulais juste répéter l'opération 25 fois. Le with random choice, où il va prendre n'importe quel élément et vous le donner. Mais une fois, quand même. Le with index item, histoire d'avoir un index en plus de l'item. Le with dict, pour avoir dans chaque item
key, un point key et un point value. Et donc, oui, de la même façon que les modules, avant de vous lancer dans je vais fallback sur du script SH, en fait, il y a pas mal de trucs déjà dans Ansible qui ne sont pas forcément les killer features qui sont sur le devant de la vitrine, mais ça peut être intéressant d'aller lire la doc. Et y a-t-il des développeurs Python dans la salle? Ok, j'ai pris les noms. Donc, messieurs développeurs Python, faire un module Ansible, donc qui va profiter du moteur de templating, qui va profiter de pouvoir être appliqué, donc appliquer un script sur un ensemble de machines, du contrôle d'erreur, etc. Faire un module Ansible, c'est 15 lignes en Python. Ça, c'est le squelette dans le minimal, c'est 15 lignes. C'est pas cher. Faites des snippets intégrables en Ansible, s'il vous plaît. Vous pourrez les lancer directement en ligne de commande ou les intégrer dans des playbooks. Ça, vous avez le choix et ça va quand même fortement augmenter la réutilisabilité de vos snippets. Donc du coup, la difficulté, c'est d'installer un module Ansible. Il faut créer un répertoire ./library à côté de votre playbook et coller votre script dedans. Donc faites l'exercice, c'est assez sympa, ça permet de... En fait, tout ce que vous avez de trop complexe pour, qui ne rentre pas en fait, dans les modules Ansible et que vous seriez fluide à le faire en Python, faites-le en Python, faites-en un module et réutilisez-le. Il y a un concept de... Alors, au-delà des playbooks, il y a un concept de rôle. Le rôle dans Ansible, c'est ça. Ouais, en détail. C'est votre unité de réutilisabilité de vos playbooks. Un playbook, ça comprend des cibles et des actions. Dans le rôle, vous allez pouvoir packager juste les actions. Dans le rôle, il n'y a pas de notion de cible. Il y a juste les actions et les fichiers dont vous avez besoin. Donc les templates, les fichiers statiques et des fichiers de variables par défaut. Donc là, si je le prends d'en haut, alors ça, c'est la structure que vous obtenez si vous faites cette petite commande que tout le monde n'utilise pas, mais que tout le monde devrait utiliser quand vous faites des rôles. C'est Ansible Galaxy Init. Ça va vous créer toute la structure avec des main.yaml, avec des jolis commentaires qui disent ici mettez vos tâches, ici mettez vos templates, etc. Donc ça permet de rien oublier et de tout avoir sous les yeux. Vous avez remarqué que tout s'appelle, en fait tous les fichiers quasiment s'appellent main.yaml. Ça peut être embêtant quand vous avez 25 onglets d'ouverts. Du coup, ce que je vous conseille, c'est plutôt de faire des main.yaml qui font juste des includes du fichier d'à côté. Et vous nommez le fichier d'à côté avec un nom qui est parlant. Donc dans defaults, on va avoir tout ce qui est donc defaults main.yaml, c'est des fichiers de variables, donc c'est du YAML. On parlera après du format des variables. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, ce que vous mettez dans les variables dans defaults, il y a beaucoup d'endroits dans le process Ansible où vous allez pouvoir surcharger ces variables-là. Vous allez pouvoir les surcharger au niveau des hosts, au niveau du playbook, au niveau du groupe. Le rôle, il arrive très tôt dans la cascade de précédence. Dans les files, vous allez mettre tout ce qui est fichiers statiques que vous allez vouloir uploader sur le serveur en l'état. Les handlers. Alors bon, c'est trié par ordre alphabétique, j'aurais préféré vous parler des tasks avant. Dans les tasks, il y a des actions. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les actions sont idempotentes. Donc avant d'agir sur le serveur, il y a un check qui est fait. Donc soit c'est OK et j'ai rien fait, soit c'est changed parce que j'ai dû faire quelque chose. Si c'est changed, je peux rajouter en fait dans mon appel de module un notify. Le notify, en fait, ça va faire un appel sur un handler que vous rangez ici dans le handlers main.yaml. Ça peut être typiquement de redémarrer un service parce que vous avez modifié la configuration. Donc, s'il y a eu besoin pendant l'exécution du playbook de modifier la configuration, alors je notifie qu'en fin de playbook, il faudra restarter le serveur en question. Le service, pardon, en question. Dans les méta, vous allez avoir tout ce qui est fiche d'information pour éventuellement distribuer votre rôle, donc la licence, l'auteur,
les systèmes cibles, etc. Et vous avez une liste de dépendances. Vous pouvez créer des dépendances entre rôles. Tout ça, ça se gère dans les méta. Dans les tasks, donc il va y avoir successivement tous les appels sur les modules pour savoir quoi faire quand on applique ce rôle à des serveurs. Dans templates, vous allez avoir du coup tout ce qui est Jinja 2. Ce qui est intéressant avec en fait, c'est qu'à l'intérieur d'une structure rôle, dans vos tasks, tout ce qui est copy, vous avez besoin de mettre que les chemins relatifs au directory files. Copy va par défaut, s'il est dans un rôle, chercher dans files. Template va par défaut chercher les fichiers dans le répertoire template. Donc vous n'avez pas des chemins à rallonge ou des points slash pour aller chercher les fichiers à droite ou à gauche. Alors dans test, ça c'est un peu en fait la partie testing de Ansible. Alors il y a plein de façons de tester. Il n'y en a aucune qui est poussée en avant par Ansible lui-même. Mais il génère un inventory et un test.yaml au cas où vous ayez des machines de test sur lesquelles vous voulez pousser de la conf et avoir un test.yaml pour aller vérifier que tout est OK une fois que vous avez appliqué le rôle. Maintenant, il ne pousse pas spécialement de méthode, donc on va revenir dessus aussi. Et dans les vars main.yaml, c'est des variables, mais qui, elles, sont très fortes, dans le sens où la seule façon de surcharger une variable qui est posée dans vars main.yaml, c'est de mettre une option ligne de commande quand vous lancez un Ansible Playbook. Vous ne pouvez pas les surcharger au niveau host ou au niveau Playbook. Alors ces rôles-là, en fait, il y a un site qui est donc galaxyansible.com où la communauté Ansible partage ses rôles. Faites attention à ce que vous installez de Ansible Galaxy parce que en fait, c'est un peu comme tout ce qu'on... Enfin, c'est de la conf de serveur, donc si par hasard il y a un petit malin qui, au milieu de son rôle, qui a l'air super alléchant à uploader sa clé publique pour accéder à vos serveurs, je pense qu'il vaudrait mieux que vous relisiez les rôles avant de les installer, parce qu'il y a quand même à boire et à manger là-dedans. Mais donc si vous trouvez un rôle que vous avez relu, etc., et qui vous le plaît bien, en fait, si vous faites Ansible Galaxy install et le nom d'un compte point le nom d'un rôle, il va rapatrier le rôle sur votre serveur et du coup le rendre disponible à vos playbooks. C'est pas l'appliquer, c'est juste le rendre disponible sur votre machine. Du coup, vous pourrez y faire une référence dans vos playbooks. Il y a également la possibilité de grouper tout ça dans un fichier si vous avez plusieurs rôles qui vous intéressent. Alors si je les prends en partant du haut, vous avez le plus simple, qui est l'équivalent de la ligne de commande d'avant. Donc j'installe un rôle depuis le dépôt Ansible Galaxy. Vous pouvez installer un rôle depuis juste un compte GitHub, depuis du Git standard ou depuis un tar.gz avec une URL. Donc tout ça, c'est pour rapatrier des rôles et les rendre disponibles à vos playbooks sur votre machine. Et donc si vous groupez tout ça dans un fichier, vous pouvez installer tout d'un coup. Alors dans les variables, voilà à quoi ça ressemble un fichier de variables YAML. Donc du numérique, des strings, la possibilité de mettre des commentaires, ce qui est quand même sympathique, liste, dictionnaire. Et alors, dans beaucoup d'exemples sur le net, vous allez trouver ça, là. Vous allez trouver ça. Et ça, quand vous avez plus de 2 clés à mettre dans votre objet, ça devient vite trop long, en fait. Vous êtes obligé de scroller horizontalement, ce qui est extrêmement relou. Donc, vous pouvez l'écrire comme ça, en fait. Donc ça, c'est une notation que vous trouverez rarement dans les exemples, mais si vous respectez le niveau d'indentation, ça crée un objet. Donc là, j'ai bien un élément dans mon list of dict qui est un objet qui a 2 attributs, indentation et the key. Il y a des variables spéciales qui ne sont pas forcément très visibles dans les docs aussi, c'est playbookdir et inventorydir. Donc, au hasard, ça va être le chemin vers le répertoire qui contient le playbook qui est en train d'être exécuté, et le chemin vers l'inventaire qui a été passé au playbook qui est en train d'être exécuté. Donc si vous voulez faire des chemins relatifs, basez-vous plutôt sur ces 2 points d'ancrage qui sont sûrs, plutôt que de jouer sur tiens, j'ai un fichier qui est au fond de mon rôle, alors par défaut il est censé chercher à côté de lui, alors je vais faire point, mais à partir de là. Raccrochez-vous, si vous avez des chemins exotiques, raccrochez-vous à ces 2 points-là.
c'est des endroits sûrs. Et il y a, outre les variables que vous pourriez définir vous et ces deux variables spéciales, il y a ce qu'on appelle des facts. Les facts, c'est un ensemble de variables qui sont collectées sur chaque serveur auquel Ansible se connecte. En fait, c'est dans le plan d'exécution, c'est ce que vous allez voir quand Ansible commence par faire un petit setup et se connecter à toutes les machines. Il va collecter un tas de variables qui vont être disponibles partout dans votre playbook, partout dans vos templates. Donc il y a la distribution, donc le système Linux, la majeure, la mineure version, il y a le default IPv4, il y a la liste des interfaces, il y a énormément de choses qui sont collectées, qui dépendent aussi du système cible. Hein. Sur un OS X, on ne collecte pas pareil que sur un Linux. Mais il y a un dictionnaire de variables qui est très intéressant et qui mérite de se pencher dessus pour savoir si vous ne pouvez pas éviter d'aller vous-même chercher une valeur dans un fichier de conf, parce qu'en fait, Ansible l'a déjà fait pour vous. Et ces facts qui sont collectés donc, à chaque playbook, si vous êtes dans une session de dev et que vous attaquez plusieurs fois les mêmes serveurs, je vous conseille de les cacher. Comme ça, une fois que c'est mis en cache, vous allez gagner ce temps de collecte. Celui qui est le plus mis en avant par les développeurs Ansible, c'est le cache dans Redis. Si vous êtes sur votre laptop, installer Redis juste pour mettre du cache sur Ansible, c'est un peu too much. Donc, vous avez aussi la possibilité de cacher dans des JSON files. Donc ça, n'hésitez pas. Alors, le fichier ansible.cfg, c'est un fichier, si vous êtes à côté de ce fichier-là au moment où vous lancez vos commandes Ansible, il est pris en compte. Donc, dans différents workspaces, vous allez pouvoir avoir différents Ansible CFG. Vous mettez à chaque fois dans le bon répertoire de je vais traiter de tous ces serveurs-là. Le Ansible CFG est là, vous n'avez pas à le passer en ligne de commande. Il est là, il est pris en compte. Et si par hasard, toutes ces variables-là, elles ne vous suffisent pas, vous pouvez rajouter des facts. Alors ça, c'est un truc qui est assez intéressant. C'est donc je vais dans la section. Donc ça, c'est le début d'un playbook. Donc j'ai mes hosts sur lesquels je vais appliquer. Become yes, ça dit juste à Ansible deviens sudo avant de lancer tes modules. Et donc j'ai une section pré-task où avant de lancer mes tâches ou d'appliquer mes rôles, je vais exécuter ces modules-là. Donc là, je fais un appel sur shell et j'ai mon script à moi qui transforme du XML en YAML en extrayant ce qui va bien et qui du coup va faire du stdout avec du YAML. Donc ça va être le stdout de mon shell. Register, ça dit à Ansible, en fait, enregistre le retour de cet appel de module dans une variable qui s'appelle YAMLout. Et pour l'instant, ce YAMLout, en fait, j'ai le résultat, donc j'ai le stdout à l'intérieur, mais c'est juste une grosse string. Si je veux pouvoir exploiter les variables que mon script a outputées en stdout, je vais faire un setFact et je vais piper le stdout dans un filtre qui est fourni par Ansible qui s'appelle fromYAML. Donc du coup, il va parser le stdout que je lui donne, en faire des variables et les injecter dans table au hôte et la rajouter dans les facts disponibles. Tout le monde va bien? Oula, il faut que j'accélère un peu là. Et alors tout ce qui est... si vous basez sur des collectes de facts custom, plutôt que de répéter ces sections-là dans chacun de vos playbooks, faites-en un YAML où il n'y a que les collectes de facts et faites un include dans vos pré-tasks. Ce sera beaucoup plus joli à la relecture. Donc là, je vous ai détaillé la cascade de précédence de variables. Donc ça, c'est une variable, enfin, c'est tous les endroits où on va pouvoir définir la même variable et surcharger du coup du bas vers le haut. Donc en haut, on a les plus délétères, donc celles qui sont default role. Vous ne perdez pas là-dedans, c'est sur ces niveaux-là qu'il faut jouer. Définir des valeurs par défaut pour vos rôles de façon à ce qu'ils puissent au moins assurer un service de base sans éclater parce qu'il n'y a pas telle variable de définie. Ça, c'est le minimum. Moi, je vous déconseille de mettre des variables directement dans l'inventaire de host. Il y a des conventions pour ça qui sont de ranger
les variables dans des groupes vars, donc un fichier à part qui s'applique à tout un groupe, et dans les hosts var, un fichier qui s'applique à un seul host. Donc c'est ce que j'ai mis là en highlight. Et les set facts dans les playbooks pour rajouter les vôtres. Aller mettre des variables à tous les autres endroits, c'est le plus court chemin vers plus savoir où on en est et qui surcharge qui quand. Alors le retour de l'agent. Donc c'est sans agent, mais en fait si vous le tweakez un peu, ça peut ressembler à un agent. Donc si vous faites un premier playbook qui va installer Ansible sur toutes vos machines, et qu'ensuite vous pushez des playbooks dans un repo Git, vous allez pouvoir établir un cron sur tous vos serveurs que vous managez, qui lui va aller chercher le playbook sur Git et se l'appliquer en local. Ce qui ressemble fortement à... Alors c'est fortement, on s'entend, hein, mais ça ressemble fortement à un comportement d'agent. Donc si vous voulez... Oui, ça va. Je t'entends. Donc c'est pas du continu, c'est du cron, c'est pas un démon, mais si vous voulez que... si vous avez trop de serveurs et que vous voulez distribuer un peu la charge, vous ne voulez pas attaquer en SSH 200 machines en même temps, ben vous pouvez leur distribuer la tâche d'aller chercher eux-mêmes le playbook et de se l'appliquer. Alors maintenant, on va voir les petits camarades. Alors, comment ça joue avec Vagrant? Qui ne connaît pas du tout Vagrant? Alors, Vagrant, c'est un outil en ligne de commande qui permet de piloter des démarrages de machines virtuelles, notamment VirtualBox. Donc vous avez, et il y a un dépôt d'images serveurs qui sont déjà préparés, qui sont gérés par Vagrant. Donc vous allez juste faire un petit fichier qui s'appelle un Vagrant file et qui va lui-même télécharger l'image serveur, la démarrer, etc. Et dans ce Vagrant file, vous avez la possibilité de mettre une section provisioning et du coup de dire la config de ma VM, la partie provisioning, on peut la brancher sur Ansible et du coup lui dire de générer. Donc là, c'est la section qui est en dessous. Hein, je vais générer mon host inventory à la volée par Vagrant. Et je vais lui demander d'appliquer le playbook upgradestack.yaml. Ça, pour la partie testing, c'est assez intéressant. Surtout si vous devez tester du multiserveur. Avec Vagrant, vous faites plusieurs box qui font chacune 512 MB de RAM, histoire que ça tienne sur votre laptop. Et vous générez le host inventory, vous appliquez votre playbook. Vous avez au moins un rendu de comment ça va se comporter un petit peu. Et oui, le truc qu'il ne faut pas oublier, c'est de raccrocher les groupes de premier niveau, ceux qu'on veut de plus haut niveau, les raccrocher manuellement à all groups. Puisque c'est comme ça qu'on définit que le groupe production, en fait, c'est un groupe racine. Donc ça, c'est pour la partie... Là, Vagrant va démarrer les serveurs et les attaquer en SSH depuis la machine hôte. Il y a un autre provisionneur qui est Ansible local, où là, il va uploader le playbook sur les VM qui viennent de démarrer et lancer l'exécution en local. Bien évidemment, il faut avoir installé Ansible en local sur la VM. Alors, autres camarades de jeu, il y a Packer. J'ai 1 minute 20 pour vous parler de 4 outils. Alors, il y a Packer. Donc, Packer, ça fait quoi? Packer, ça boot des VM dans plusieurs providers. Ça provisionne les VM, notamment avec Ansible, et ça prend un snapshot et ça le range sur l'étagère du provider en question. Donc ça permet notamment de faire des builds d'AMI qui sont reproductibles, des builds d'OpenStack. Et alors un build packer, c'est un fichier JSON, hein, et il y a une section provisionneur. Et donc moi, ce que je vous conseille comme tactique pour si vous voulez faire des VM pré-provisionnés, c'est d'avoir une première section où vous allez uploader votre requirements.yaml. Donc c'était l'exemple que je donnais tout à l'heure. Requirements.yaml, c'est tous les rôles dont vous allez avoir besoin et qui vont être installés par Ansible Galaxy. Ensuite, vous allez appliquer avec le provisioning shell l'install d'Ansible et la prise en compte de votre requirements.yaml pour qu'il télécharge tous les rôles en local sur la machine. Et ensuite, vous allez appliquer un Ansible local pour qu'il applique la conf Ansible, puisque là, j'ai déjà installé les rôles, j'ai installé Ansible.
Donc maintenant, je peux démarrer un playbook en local sur la machine gérée par Packer. Alors, les interactions Puppet Chef. Bah, en fait, vous êtes libre, puisque grosso modo, Puppet Chef, de l'expérience que j'en ai eue, ça sert surtout à maintenir un état. Ça sert à maintenir de la conf. Ansible, ça sert à agir. Une des actions, ça peut être de placer de la conf, mais vous pouvez très bien faire des migrations avec Ansible sur des machines gérées par Puppet. Vous pouvez même aller faire comme Twitter, c'est-à-dire utiliser Ansible pour installer des agents Puppet. Et la logique, c'est si vous avez SSH, si vous utilisez SSH, utilisez Ansible. Ou Salt, puisque Salt a reconnu la suprématie de la méthode. Et donc elle a sorti un Salt SSH qui a grosso modo un comportement de connexion similaire à Ansible. Terraform. Terraform, pour rappel, c'est encore un outil HashiCorp. Ça sert à démarrer de l'infrastructure sur différents providers, grosso modo les mêmes que Packer. Les points de greffe qu'on va avoir avec Terraform, en fait, c'est que Terraform, une fois qu'il a démarré toute l'infrastructure, sort un fichier JSON en disant voilà tout ce que j'ai démarré sur ton provider d'infrastructure. Et là, on a tous les ID, toutes les références valables dans le référentiel du provider. Et tout ça, ça output en JSON, donc on va pouvoir le parser et l'utiliser avec Ansible. Alors, la première méthode, c'est de faire un cat dessus, de register le stdout du cat, et de le passer au travers d'un filtre from JSON. Donc là, vous allez avoir toutes les variables de votre tf-state disponibles dans Ansible. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est que pour accéder à mon zone ID à l'intérieur de mon tf-state, ça va vite ressembler à ça. Donc, dans ces cas-là, moi, je vous encourage à utiliser les outputs de Terraform. Donc, si vous rajoutez une section output, en fait, vous allez pouvoir pointer. Là, on est dans un exemple de fichier Terraform. Hein. Donc, vous allez pouvoir flaguer des variables de votre Terraform de façon à pouvoir faire ça. Terraform output, le label, et il vous ressort juste la valeur. Et du coup, vous allez passer de ça à ça. Et là, c'est quand même beaucoup plus propre. Parce que du coup, on change juste la façon d'accéder. Si vous avez identifié les variables dont vous avez besoin, vous les mettez en output et vous les réutilisez comme ça, juste en faisant des appels Terraform output. Alors, 2-3 pensées pour finir. Donc, SSH, c'est bien. Avec modération, la bière, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que la bière? La bière avec du picon. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que SSH? SSH avec Ansible. Si vous utilisez SSH, utilisez Ansible, il y a forcément un truc qui va vous être utile. Si vous êtes plutôt développeur, n'hésitez pas à aller porter l'outil et vous faire donner des recettes par vos sysadmins. Parce que c'est pas le tout d'avoir un outil pour automatiser des actions si on ne sait pas quelles actions lancer. Donc ça peut fournir un langage commun qui vous permette d'avoir un outil commun avec vos sysadmins. Et voilà, et donc trouvez votre façon de l'utiliser. Je suis à plus que 3 minutes, je suis désolé. Des questions? Non, pas de questions, mais je peux vous voir après. Et merci à tous d'avoir été là.